un tweet, vous pouvez aussi. Non, mais par contre, toi, non. Toi, t'es blacklisté. Donc, ouais, je pense que c'est parti, en tout cas. Ouais, c'est une info qui m'ont. Donc, c'est ça. Jam session, souvent c'est de la musique d'improvisation. Ben là, c'est un peu du hacking d'improvisation. C'est-à-dire que ça se veut quand même vraiment relax. Je vais vous montrer des petites démos, traiter différents sujets. L'année passée, j'avais fait un petit peu les fails du mois. Là, c'est un peu ce même concept, repris avec plus de démos, plus de détails. Puis l'objectif, c'est en discuter, échanger. Donc, c'est un super interactif. Donc, n'hésitez pas. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans les quelques sujets, c'est on va commencer par un gros fail qui est en fait la plateforme d'échange MTGOX, qui, comme vous le savez, est la plateforme principale d'échange des bitcoins, qui était, mais on va détailler un peu ça. Je vais passer un moment à vous montrer un peu tout ce qu'il y a en arrière de ça, puisque c'est un peu l'occasion ensemble d'aller voyager dans l'univers du bitcoin, et de tout ce qui se passe en arrière de ça, puis tous les enjeux, puis le cybercrime qui est aussi en arrière. On va voir un peu de cloud hacking, ça aussi, des petits concepts de hacking qui requièrent vraiment juste de la logique de réflexion et de cloud, sans nécessairement d'exploit ni rien. On va faire un petit peu un cours de Forensic 101 avec la disparition du Boeing. Vous allez voir comment on peut relier le Forensic TI avec ce qui se passe en ce moment avec cette compagnie aérienne. Et puis on va faire un peu le tour de différents security fails que je vous ai préparés, en discuter, puis un petit bonus à la fin. Donc c'est ça. On va commencer par le Bitcoin. Alors, ce que j'appelle le braquage virtuel de Bitcoin. En fait, premièrement, petite question, est-ce que, à part Pierre Guy, il y en a qui ont acheté des Bitcoins ici? Ah, on a quelques personnes qui ont acheté des Bitcoins. Non, Pierre Guy, on n'a jamais acheté. Ah, tu voulais en acheter, mais c'est ça. En fait, on n'a pas acheté. C'est ça. Non, en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens qui regrettent de ne pas en avoir acheté quand ça coûtait vraiment pas grand-chose. Et puis, effectivement, le cours a beaucoup augmenté. Quand on dit le cours, en fait, c'est le cours par rapport aux autres monnaies, en fait. Mais sans trop rentrer dans le détail du Bitcoin, finalement, c'est une crypto-monnaie. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient avoir une présentation plus détaillée, mais ça prendrait 1 heure au complet juste expliquer Bitcoin. Mais en tout cas, pour faire simple, en fait, c'est qu'on installe un client sur son ordinateur ou sur son téléphone. Et à ce moment-là, ça crée un wallet, un portefeuille. Et on peut ensuite interagir avec le réseau Bitcoin. Donc, et le principe, en fait, c'est que tout est basé sur des algorithmes mathématiques qui nécessitent, en fait, de faire des preuves de calcul pour à la fois vérifier les transactions puis générer de la monnaie, ce qu'on appelle le mining. Parce qu'au début de la monnaie, vu qu'elle n'existe pas, pour la créer, ils ont fait un peu l'équivalence avec les gens qui font de l'extraction d'or. Eux, c'est du mining. En fait, le mining, c'est pas aller prendre une pelle et une pioche et creuser dans une mine, mais c'est plutôt aller faire des calculs mathématiques très exigeants, très lourds pour pouvoir générer de la monnaie. Et en fait, pourquoi on fait des calculs mathématiques? En fait, c'est pour valider que toutes les transactions, depuis le début de la création de la monnaie jusqu'à aujourd'hui, le 27 mars 2014, toutes les transactions soient intègres. Et c'est ce qu'on appelle le blockchain. En fait. Le blockchain, c'est la chaîne de l'ensemble des transactions. Ce qui fait qu'on le verra tantôt dans une démo, quand on installe le client Bitcoin, ce qu'il va commencer par faire, c'est downloader tout le blockchain et ensuite rajouter les transactions, puis l'intégrité est vérifiée par des serveurs. En tout cas, tout ça est une monnaie qui est sans autorité, sans intermédiaire financier. C'est un peu l'idéal, en un sens où c'est comme un peu la monnaie peer-to-peer finalement et open source. Donc, on en a énormément parlé. Il y a eu beaucoup de positionnements, beaucoup de gens ont parlé de la monnaie Bitcoin. Et en fait, pourquoi? Parce que la valeur a énormément augmenté. Et en fait, quand on veut acheter du Bitcoin, comment on fait? Aujourd'hui, la seule solution pour avoir du Bitcoin, c'est finalement de se faire payer en Bitcoin. Donc, créer un portefeuille et se faire payer en Bitcoin. Sinon, les autres solutions, c'est faire du mining, des calculs mathématiques très exigeants. Ou alors, la troisième solution, ça serait d'aller prendre des dollars canadiens, dollars US, euros, et ensuite aller acheter du Bitcoin sur des plateformes. Et justement, il y a une plateforme très très connue qui était pas mal la plus célèbre, qui est MTGOX, qui a été lancée en 2010 au Japon. Et en 2013, il gérait 70% des transactions de Bitcoin. En fait, MTGOX, c'est vraiment une plateforme d'échange principale, c'est-à-dire que les gens passaient des ordres d'achat pour acheter du Bitcoin avec des dollars et différentes monnaies réelles, enfin qui ont un cours légal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
En fait, le système de la valeur de la monnaie, il est tout simple. C'est qu'au plus il y a de gens qui veulent acheter du Bitcoin, au plus la valeur augmente, tout simplement. Et quand les gens en fait, veulent vendre du Bitcoin, la valeur diminue, comme une action un peu en bourse. Donc c'est sûr que comme beaucoup de gens sont intéressés au Bitcoin, voulaient en acheter avec leur dollar canadien, leur euro et leur US dollar, mais le cours a énormément augmenté. Et donc l'intérêt, c'est d'en acheter au tout début, quand c'était très peu connu, pour après, en fait, finalement faire fortune en ayant des portefeuilles de monnaie comme ça, virtuelles, mais qui avaient une valeur finalement bien réelle face au dollar. Et tout ça. Et là, il y a eu en février 2014 un énorme piratage chez MTGOX, cette plateforme d'échange principale. Ils ont perdu en fait 850 000 bitcoins, ce qui représente aujourd'hui, c'est énorme, 450 millions de dollars. En fait, le site a été fermé et le créateur du bitcoin en arrière, il s'est excusé, il a fait un dépôt il fait faillite au Japon. Mais en arrière de ça, on va voir qu'il y a beaucoup de choses assez particulières. Alors, MTGOX, pour beaucoup de gens, c'était la plateforme principale. Et puis, depuis le piratage, évidemment, les gens ne sont pas contents parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas vraiment de recours légal, en fait. Parce que c'est une entreprise privée, la monnaie n'a pas de cours légal. Donc, en fait, il proteste. Là, c'est le créateur, c'est Marc Karpelès, le créateur de MTGOX, qui se fait encore interpeller quand il va au bureau le matin. Il y a des gens qui lui en veulent, qui le menacent de mort partout sur Internet. C'est devenu un peu l'ennemi numéro un de tous les gens, non seulement qui croyaient au Bitcoin, et aux gens qui en avaient acheté, parce que ça fait effondrer le cours de la monnaie, au moins temporairement. Et ensuite, les gens qui font la gouvernance du Bitcoin, ça les décrédibilise beaucoup. Effectivement, un des risques sur le Bitcoin, c'était ça, c'était qu'il y a un piratage massif qui fasse que ça crée en fait, ça brise la confiance dans cette monnaie, qui est une jeune monnaie en fait. Donc c'est ça. Alors je me suis dit, allons voir un peu ce qu'il y a en arrière de ça. Premièrement, Marc Karpelès, qui c'est? C'est ce gars qui à l'origine, enfin qui gérait 450 millions de dollars de Bitcoin. Mais en fait, il a été interviewé il a eu une entrevue avec une journaliste de chez Fox Business. Donc c'était une entrevue par chat. Donc on pense à une entrevue d'un CEO, etc. Puis en fait, le journaliste lui demande de se quantifier en disant est-ce que c'est bien toi, Marc Karpelès, que tu es bien au Japon, parce que tu sais, il parle que par IRC, par chat. Alors il dit oui, c'est moi, regarde, je t'envoie une photo. Puis la journaliste lui envoie ça. Il envoie son chat. Là, on se dit c'est assez drôle quand même, le gars qui a la tête de 450 millions de dollars de Bitcoin, qui gère une compagnie qui est énorme en fait. En arrière de ça, c'est quoi sa personnalité? C'est qui cette personne qui a créé cette compagnie? Mais en fait, Marc Karpelès, c'est quelqu'un qui s'est établi au Japon. Puis à l'origine, en fait, c'est quelqu'un qui échangeait des cartes Magic. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est qu'il a créé MT, Magic, The Gathering Online Exchange. En fait, son idée, c'est créer comme une bourse d'échange de cartes Magic. Les cartes qu'on demande, elles allaient prendre de la valeur, puis les cartes où les gens voulaient se débarrasser, elles perdent de la valeur. Donc, c'était pour s'échanger des cartes Magic. Donc, en fait, et lui, il se présente comme étant un PHP développeur qui travaille sur des trucs le fun, comme par exemple coder un serveur Top3 IMAP SMTP en PHP. Donc ça, en arrière de ça, c'est le gars quand même qui gère 450 millions de dollars de Bitcoin puis qui les a perdus là. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a fait un reportage à un moment donné à la télé, et c'était un peu dans les années 2000, il se présentait comme un geek en fait qui sort pas de chez lui, qui est vraiment qui code toute la journée. Et en fait, c'est quelqu'un qui finalement qui a investi dans le Bitcoin au tout début et qui s'est retrouvé quasiment un peu dépassé par les événements parce que ça a pris tellement de valeur. Il y a eu tellement de convoitises en fait qu'il a été victime d'un piratage assez important. Et en fait, quand il s'est fait pirater, ça a été assez solide quand même, parce que non seulement ils ont en fait corrompu pas mal de choses au niveau du back-office, de la gestion du site, mais en plus ils ont récupéré son plan d'affaires, ils ont même récupéré le plan de gestion de crise suite au piratage. Ça a été leaké sur Internet de partout, tout a été mis au grand jour en fait. Moi j'ai récupéré le plan d'affaires par exemple, et dans son plan d'affaires, qui couvrait 2014-2017, et il couvrait la partie sécurité. Il disait qu'il y a une infrastructure solide qui est protégée contre les DDoS, parce qu'en fait, dès les années 2010, il commençait à recevoir beaucoup d'attaques des DDoS, puis il essayait lui-même de se protéger, tout ça, mais il voyait que les gens s'intéressaient beaucoup à sa plateforme. Et en fait, il a continué à développer. Il disait, bon, il faut qu'on développe des features de sécurité, et il prévoyait que la sécurité, c'est quelque chose de très important, parce qu'il se rendait compte qu'il était une menace, puis qu'il y avait plein de cybercriminels qui voulaient s'en prendre à lui, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire en fait avec ça. Donc vous pourrez lire ces documents, ils sont tous liés sur Internet, ils ont même été mis sur son blog à lui-même, sur son forum,
ils ont piraté à peu près tous ses comptes. Je pense qu'ils tombent vraiment sur des gens très gentils. En fait, le principal truc, c'est qu'il y a eu un leak de 700 MB, en fait, qui s'est retrouvé sur son blog, qui s'appelait magicaltux.net. C'est un blog en fait qui maintenait depuis très longtemps en tant que développeur. Et en fait, ils ont piraté son blog, ils ont créé une nouvelle entrée, puis ils ont mis le leak de sa propre compagnie sur son blog, en fait. C'est vraiment sympa. Oups, excusez, j'étais au chat, première, tac. Donc c'est ça. Et puis, ils ont tout mis sur Internet, sur Facebook, Twitter, ça a été à grandeur. J'avoue que je ne suis pas trop suivi qui a fait quoi là-dedans, parce qu'il y a des gens qui ont piraté la BD, il y en a qui ont... En fait, il y a eu une infiltration depuis déjà plusieurs années, des gens qui ont volé des bitcoins sans qu'ils s'en aperçoivent en falsifiant les transactions. Ensuite, il y a eu des attaques des DOS, puis après, il y a eu le piratage global du back-office avec un leak sur Internet de l'ensemble. Alors, c'est ça. Et puis là, le post qu'il y a eu avec le leak, là, je pense qu'il a disparu, il n'est plus sur Internet. Mais on va voir, je vais récupérer à temps, puis on va pouvoir l'ouvrir ensemble, regarder ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, vous voyez, il se fait pas mal insulter partout sur Internet, il y en a qui veulent le tuer. Enfin, c'est sûr qu'il s'est mis dans une situation, c'est un développeur apparemment de génie, quelqu'un qui avait créé un site pour échanger des cartes Magic, puis qui s'est retrouvé à la tête de quelque chose qui l'a complètement dépassé, je pense. Mais c'est vrai que le Bitcoin, c'est vraiment un sujet très sensible, et en arrière de ça, il y a beaucoup de profit à faire. Alors justement, en parlant de profit, moi j'ai récupéré le leak sur ma machine. On va regarder ça ensemble, on va faire une petite démo. En fait, ça contient une application, bon, différentes choses, je vais vous montrer ça. En fait, il y a une archive zip de 700 MB, puis dedans, on va retrouver différents. Donc, je vais vous montrer ça. En fait, donc c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que par contre, le flux YouTube doit pas mal me ralentir, en fait, je pense. Là. Non, le YouTube. Peut-être je vais peut-être me connecter avec mon téléphone. Je vais te zoom. Hein? Ouais, je te zoom ton écran. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de connexion. Parce que je suis connecté sur la borne Hackfest, mais. Ils sont alors plus dans beaucoup de choses. Attends. Bon. Sinon, je l'ai fait en local, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec mon téléphone. C'est bien. Bon, en tout cas, j'aurais voulu vous montrer le leak au complet. Par contre, c'est possible que ce soit la bande YouTube qui va se poser. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager ma connexion avec mon téléphone. Ce sera plus bien. Est-ce que quelqu'un est connecté sur le hotspot Hackfest? Et est-ce qu'il a Internet? Ouais, ça marche. Ça marche quand même assez rapidement aussi. Oui, oui. Ah ouais, je me suis juste reconnecté. Puis... Ok, non, c'est ça, t'as raison, ça marche bien, pas de problème. Alors je sais pas, est-ce que je peux zoomer un peu, si vous voyez. Est-ce que c'est correct, vous voyez quand même quelque chose? Donc c'est ça, en fait le leak NTGox, c'était une archive ici de 700 MB. Donc en fait à l'intérieur, ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a en fait des dumps de BD avec des transactions, tout ça. Donc en fait c'est une archive qui s'appelle Backoffice. Et en fait dans Backoffice, on va avoir en fait c'est un peu comme s'ils avaient voulu dumper le back-office du site et que y ait en fait, c'est sûr que c'est assez particulier, mais il y a un truc qui s'appelle Docs. Dedans, en fait, on va avoir son CV. Bon, on peut retrouver en fait un peu partout, je dirais.
Mais c'est sûr que jusque-là, c'est pas des données très confidentielles. Ah. Home address, c'est sûr qu'il y a ces coordonnées complètes, c'est sûr qu'ils ont. Mais ça, encore une fois, oui, bon, c'est ça, il est matriculé au Japon, il y a son adresse perso, il y a quelques infos, mais je dirais qu'on peut quand même retrouver ça sur Internet aussi. Il y a aussi des documents avec une différence de balance entre des dépôts et des retraits de Bitcoin. On va retrouver différents trucs, puis surtout quelque chose qui s'appelle exports. À l'intérieur, en fait, il va y avoir des historiques de transactions. Et en fait, c'est comme s'il avait voulu démontrer que, en fait, il avait menti, puis que c'était pas un piratage qu'il a eu. En fait, les gens qui avaient pris partie là-dedans, on dit, bah, c'est pas nécessairement un piratage, c'est plutôt quelqu'un qui nous a escroqué. Alors, ça qui est encore flou, c'est qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a volé 450 millions qu'ils a caché quelque part, dans des wallets quelque part, ou si c'est vraiment un piratage. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire, ben, investiguons un peu plus loin. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qu'il y avait un répertoire BIN. Puis dans BIN, en fait, on a différentes, en fait, on a un screenshot qui est en fait exactement ça, qui est le screenshot de l'application, c'est ça qui est dedans, comme une application de gestion de back-office. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a encore un zip, en fait, à l'intérieur du zip, une autre archive, qui s'appelle TBAM Backoffice. Alors, TBAM, c'est quoi? TBAM, c'est le nom de sa compagnie. En fait, NTGOG, c'est le nom du site, mais il y a une compagnie de développement et de hosting de sites web, qui s'appelle TBAM. TBAM, c'est le nom d'une des compagnies qu'il avait créées avant, en arrivant en 2010 au Japon. Et en fait, dans TBAM Backoffice, on va voir qu'il y a deux répertoires, macOS X et Windows. Et dans Windows, en fait, on va avoir un exécutable, tbamfx.exe. Bon, on se dit, OK, un zip de zip, un exécutable, avec un screenshot de cet exécutable, pourquoi pas l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai ouvert en fait je ne l'ai pas ouvert sur ma machine, sur une machine, je l'ai ouvert dans une VM évidemment. Donc je vais vous démarrer la VM sur laquelle je travaillais. En me disant, ben, on va regarder ce que fait cette application. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui permettrait d'accéder en fait, aux données qui ont été leakées pour pouvoir les interpréter, les regarder? Est-ce que c'est finalement quelque chose qui permet d'accéder vraiment une vraie application de gestion de back-office du site? En tout cas, pour en avoir le cœur net, l'idée c'était de regarder un peu ça. Donc, je vais démarrer ma VM. Mais en tout cas, il faut bien, comment ça démarre, il faut bien comprendre que le leak, en fait, à votre avis, qui l'a récupéré? Qui sait que c'est intéressant? À part des gens comme moi qui ont été curieux, tout ça, ben, c'est aussi beaucoup de gens qui avaient vraiment sur des forums d'échange de Bitcoin, des personnes qui, des forums par rapport à NTGOX, par rapport au piratage. Dès que le leak est sorti, tout le monde s'est précipité, ça a fuité de partout, et tout le monde s'est précipité pour récupérer ça et voir ce qui se passe. Donc en fait, c'est ça. Alors, il y a pas mal de gens qui ont investigué sur cette application et ce qu'elle fait. Donc moi, basiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exécuté. Pas grand-chose, mais j'ai lancé un Wireshark, en fait, en me disant si c'est une application au réseau qui doit communiquer avec quelque chose. Donc j'ai lancé un Wireshark, puis j'ai exécuté l'application. On va aller tout maintenant démarrer. Ok, on va l'écouter ici. Non, c'est une machine comme ça. Ok, donc là, je lance l'application TBAM Backoffice.exe. Alors, entre nous, bon, ça démarre, j'ai ça. Ça ressemble un peu au screenshot. Ok. Puis là, vous voyez qu'ici, j'ai eu des communications, ça c'était en BIOS local, je vais l'arrêter. Vous voyez ici, bon là il essaie de retransmettre des choses, mais ici j'ai comme quand j'ai démarré l'application, il essaie de se connecter à une IP externe. Ici. Donc là je me dis, ok, c'est du protocole HTTPS. Donc il y a une communication, et en tout cas il y a une demande de connexion qui a échoué par contre, comme si c'était avait été fermé, donc là il réessaye, mais il y a quand même quelque chose qui est transigé ici. Donc cette application, elle va se connecter quelque part. Est-ce qu'elle va se connecter à NTGOX ou autre? Pas dit, parce que bon, le site est down aujourd'hui, je vous dirai pourquoi après. Mais en plus de ça, ça ne correspond pas à l'IP de NTGOX. Donc, Ça correspond à quel pays? Bulgarie. Ok. En fait, ça correspond, c'est une IP en Bulgarie.
Puis ça, finalement, je peux essayer de jouer trop avec, mais en gros, on peut se loguer. Vous voyez, quand je fais login, moi j'ai rien rentré. En arrière, ça. En fait, il se connecte à quelque chose, mais en tout cas, ce qui est plus préoccupant, c'est quand on exécute l'application. C'est à l'exécution, en fait, on va le refaire. En fait, il y a une connexion qui se fait de base à l'exécution. Hop, ouais, il a refait, et sur cette même IP, 82, 110, 242, 145. Donc en fait, il y a quelque chose qui est exécuté, puis il essaie d'envoyer des données en HTTPS à l'extérieur. Alors pour savoir ce qui se passe, on va faire un petit cours de reverse engineering de l'application, éventuellement de malware, voir ce qu'il y a là-dedans. En fait, on va tout simplement lancer un Immunity Debugger. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Immunity, au fait? Est-ce que ou les débuggers, pas du tout? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un truc où tout le monde comprend, puis vraiment étape par étape. Donc là, j'ai une application que j'exécute avec PowerShell, qui est un analyseur de trafic réseau sur ma machine. Je vois qu'il communique. Puis ce que je veux faire, c'est que je veux voir qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc là, je vais en fait ouvrir l'application ou l'attacher avec mon débugger. Le débugger, en fait, lui, il va vraiment tracer les instructions machine, tout ce qui se passe tout ce qui se passe en fait à l'exécution. Donc là, je vais l'ouvrir. C'est open source, le débugger? Unity, non, c'est pas open source, par contre, c'est gratuit. Ok. C'est gratuit. Voilà. Donc là, bon, j'ai les instructions machine qui sont exécutées. Et en fait, ce que je vais. Donc là, quand on fait du debug, en fait, on peut y aller. En fait, il démarre l'application, il la charge le contexte, charge la mémoire, puis après, il s'arrête. Il attend en fait que j'exécute les instructions manuellement. Donc là, je peux faire un step into, un step over. Step over, ça va aller plus vite. C'est la touche F8, ça va me permettre de sauter de fonctions de call en call, non pas d'aller d'instruction par instruction. Je peux vous montrer, si vous voulez, quand je fais F7, il exécute chaque instruction, vous voyez, vraiment en langage machine. Et là, il les interprète, bien sûr, il les affiche en assembleur, mais tac, 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 il va exécuter ligne par ligne chacune des instructions. Ceux qui connaissent les debuggers, c'est facile. Donc là, il exécute différentes choses. C'est sûr que c'est très complexe de comprendre tout ce qui se passe en arrière de ça. Il faut vraiment rechercher comme une aiguille dans une botte de foin. Et quand je fais F8, il va jumper beaucoup plus vite d'instruction en instruction. Donc là, on va le faire exécuter, on va voir ce qui se passe. Donc on va tomber sur certaines fonctions qui vont prendre un peu plus de temps. Là, je vais continuer l'exécution. Et donc on va voir qu'à un moment donné, voilà, hop, là, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, en bas, il change comme DLL, il extrait quelque chose. Hop, il s'arrête. C'est comme s'il avait changé quelque chose. Probablement que c'est pour l'interface graphique et puis tout ce qui va bien. Je vais continuer. Ah, là aussi, là, il y a un temps d'attente qui est assez. Là, il y a un temps d'attente au niveau de ce call ici. Il a collé une fonction. Ça a comme attendu un peu. Il y a eu des calculs qui ont été faits en arrière dans cette fonction, mais il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Si je continue, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il va m'afficher l'interface graphique. Regardez, elle s'est affichée en bas, ici. Puis il continue son exécution. Alors, moi, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui ont. Je vais le redémarrer. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont fait des recherches en se disant qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la finalité de ce truc, pourquoi ça a été mis dans un livre. Alors, moi, plutôt que d'aller chercher, parce que je ne suis pas non plus expert dans des débuggers qui allaient passer des nuits entières à chercher ce qui se passe là-dedans. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de chercher dans la mémoire, en fait, ce qui se passe, et j'ai cherché l'adresse IP dans la mémoire. L'adresse IP sur laquelle il se connecte. Donc, en fait, tout simplement, vous faites un view ici, puis on peut voir évidemment les registres CPU, tout ça. Puis moi, je vais aller voir la mémoire. Memory, c'est Alt-M comme raccourci. Là, j'ai la carte de la mémoire, je peux partir du haut, puis ensuite faire une recherche. En fait, la recherche, c'est CTRL-B. Je peux faire des recherches soit en ASCII, soit en Unicode. Ouais. En ASCII, je vais taper 82 points. Vous vous souvenez, c'était le début de l'adresse IP. Je prends pas de chance, je tape ça. On va voir ce qu'il trouve. Là, il parcourt toute la mémoire du contexte du logiciel. Puis là, on va voir ici que, a priori, il m'a affiché quelque chose. Bon, là, c'est 82 points, mais ça ne correspond pas au plein adresse IP. C'est pas ce que je recherche. Donc, je vais continuer. Je vais faire CTRL-A pour continuer. Puis, vous voyez, item malform. Donc là, je démarre l'application et je charge tout en mémoire, il n'y a rien. En fait, l'adresse IP n'apparaît nulle part. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement continuer l'exécution. Je vais aller dans mon.
Je vais un peu plus ici. Je vais dans le thread principal, puis je vais continuer l'exécution et je vais faire un petit doute. Je vais faire F8, step over. On va continuer l'exécution, on va retomber sur l'instruction qui prend un peu de temps. Et là, okay. Donc là il charge des drivers, il monte, il fait beaucoup de choses. D'ailleurs ici, je vois que dans le registre, il y a quelque chose. Bon, T-Bone m'a copié, c'est ok. On va refaire pareil, on va retourner dans la mémoire, on va refaire la recherche. La base du haut. On va commencer ici. C'était CTRL L. Ah! Bon, j'ai encore un 82 que vous voyez ici, voilà, mais encore une fois, pas grand chose. Jusque-là, il ne se passe pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer encore l'exécution. Et puis. Il a cette fameuse fonction qui semble prendre du temps d'exécution, mais qui incarne le système, qui ne fait pas grand chose, je dirais. Donc, là, je vais recommencer ma recherche. On va faire CTRL Alt M pour afficher la mémoire, et je vais faire mon contrôle de ma recherche. Ah, là c'est intéressant. Vous voyez ici, l'adresse IP 82 118 242 145. Là, je retrouve l'adresse IP en mémoire. Alors là, ce qui est surprenant pour les gens qui font un peu de reverse engineering de l'application, c'est qu'il y a du code ici en mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier. C'est comme s'il y avait du code directement qui était dumpé en mémoire. Et donc là, c'est un code, en fait, c'est sûr que c'est pas facile à lire dans ce format-là. Je peux l'afficher, par exemple, en plus grand, en texte, ASCII 64, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est pas mal de choses. Donc là, si je remonte tout en haut de cette section mémoire, bon là, c'est du langage de machine ici, différents trucs qui prennent. Mais là, ici, on dirait que il fait quelque chose ici, avec des... c'est comme si l'application, elle faisait des extractions de quelque chose, puis, vous voyez que j'ai un open file ici, tibamsocket.exe, notre application. Et en fait, cette application, je vais vous passer un peu tous les détails de la recherche, mais cette application, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle contient un live code, en fait, qui va être dumpé et qui va assembler une autre application qui s'appelle tibamsocket.exe. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire une recherche. Je vais faire une recherche sur mon disque pour essayer de voir, en fait, où est-ce qu'il est, ce que c'est que ce truc-là, Tibam. On va chercher Tibam. Donc évidemment, je vais trouver tibamoffice.exe. Mais pour l'instant, a priori, je n'ai pas de trace de tibamsocket.exe. Non, dans ta corbeille. Non, ma corbeille, ouais, effectivement, ça c'est des préfetch, hein, c'est Windows qui l'a fait, mais il y en avait un dans ma corbeille. Tu sais, donc, l'exécution précédente a fait que Windows l'a préfetché, mais je n'ai pas l'application sur mon disque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer l'exécution. Jusqu'à temps qu'on ait une instruction qui prenne plus de temps. Là. Hop, ah, et là, vous voyez, entre le moment en fait où il fait différentes opérations qui prennent pas mal de temps, jusqu'à ce qu'il m'affiche l'interface graphique, entre deux il se passe quelque chose. Et effectivement, il me donne un exécutable. Il vient en fait de créer un exécutable. L'application vient elle-même de faire naître un nouvel exécutable qui s'appelle tibamsocket.exe. Donc, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que en fait, clairement, il y a quelque chose de pas correct là-dedans qui fait que il y a quelqu'un en arrière qui a voulu faire une action en arrière, puis qui a créé un tibamsocket qui se connecte à l'extérieur. Donc une application qui génère une application. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est je peux continuer ma recherche, mais en mémoire. On va commencer par là. Pour essayer de voir si le code qui a assemblé cette application va le retrouver. Bon là, j'ai toujours mon bouton ici. Ah, regardez. On va l'afficher en masking. Voilà, suivant. Ok.
Donc là, on voit qu'il fait pas mal d'actions. Et en fait, c'est là qu'on va voir le post à ce moment-là sur ces adversités. Alors c'est sûr que... Comment il veut laquelle Tu vois Alexis? le haut un peu. Ouais. Là, Ouais. effectivement, les deux actions qui sont faites contre .cg. Alors je vais vous épargner le détail de l'analyse dans cet affichage-là, parce que c'est pas facile à voir. En fait, le code, ce qu'on appelle le live code, qui a été dumpé en mémoire par cette application TibanSocket.exe, qui est dans le leak donc, de MTGox, elle a fait naître notre application qui va se connecter à l'extérieur. Et pour voir ce qu'elle fait, en fait, c'est là que les gens qui ont créé ça, c'est pas forcément très bien fait. C'est que en utilisant un système de live code, en fait, c'est un live code encrypté dans l'application qui va être décrypté au moment de l'exécution, à changer une nouvelle application qui va s'exécuter. En fait, le fait d'avoir utilisé cette façon de programmer le malware avec un live code, on va pouvoir avoir ce code source. C'est ça qui est très intéressant. Si je retourne à ma presse, c'est qu'en fait, on va voir on va pouvoir analyser directement le code source qui était contenu là-dedans. Okay. Donc c'est ça. Ça c'est le code source qui est à l'intérieur que je vous ai extrait d'une façon plus présentable. En fait, c'est un code qui va faire pas mal de choses. Donc en fait, ils vont, vous voyez en fait, déjà ça va détecter la plateforme Win32 ou macOS. Donc là, vous voyez, dans mon exécutable, j'ai un code pour macOS. Donc ça prouve que c'est une sorte de live code portable qui est à l'intérieur en fait. Tu avais une question, Pierre-Guy? Ouais, c'était quoi ce code-là? C'était sur un code? En fait, c'est du live code. Vous chercherez sur Internet ce que c'est que le live code. En fait, c'est un code qui permet d'assembler en fait un binaire à la demande. C'est une technologie de développement en fait, qui s'appelle live code. Donc, en tout cas, c'est le code tel qu'il est dans l'application, tel que je trouvais en mémoire. Donc, vous voyez, il fait pas mal de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, moi, j'ai une plateforme Win32. Il a testé si c'est cette plateforme-là. Puis là, il va aller chercher, en fait, bincoin.com et wallet.lat. Voilà, c'est là qu'on tombe de haut. C'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, cette application va aller chercher mon portefeuille Bitcoin. Le wallet.dat, en fait, c'est mon portefeuille avec mes clés privées qui contiennent mes Bitcoins. Et donc, si je continue, c'est là qu'on trouve, en fait, le fameux post. En fait, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va aller voler mon portefeuille de Bitcoin. Donc, dans le leak de MTGox, que beaucoup de gens ont récupéré, notamment des gens qui ont été victimes du piratage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font voler leur Bitcoin par qui est contenu même dans le leak. Donc c'est ça qui est assez... Et en fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un Bitcoin, en fait, qui appelle l'interface Bitcoin. En fait, tout simplement, c'est quand on installe l'application. Donc là, mon application est gelée, hein, je vais la quitter. On va passer notre soirée là-dessus. En fait, quand on installe le client Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Non, ça c'est l'install, pardon. Quand on installe un client Bitcoin sur une machine, en fait c'est tout bête, il va automatiquement créer un wallet. .dat, c'est des clés privées. En fait, évidemment, le portefeuille est à 0. Et en fait, ce qui va commencer, c'est par synchroniser le blockchain dont je vous ai parlé. Vous voyez là, il est en train de le télécharger. Ça peut prendre pas mal de temps, ça fait plusieurs dizaines de gigs aujourd'hui, ça a grossi de façon assez importante. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un wallet, ça se crée automatiquement, dès l'installation de... Et comment il faut, ça base de l'écran? Comment tu dis? Si dans votre place, ça prend toutes les transactions de l'écran. Aujourd'hui, je crois qu'on est rendu à une quarantaine de gigs, je pense. Ah, ouais. Il le dit à l'install, ouais. Donc ça veut dire que si vous voulez participer au réseau Bitcoin, il faut commencer par récupérer tout le blockchain de 40 gigs, c'est récupérer en peer-to-peer, un peu comme en fait le BitTorrent, tout ça. Et ensuite, et après, vous pouvez accéder au blockchain, tout ça. C'est sûr qu'on peut quand même faire des transactions. Sinon, la solution, c'est d'aller héberger son portefeuille aussi sur une autre plateforme qui gère ça pour vous. Mais on peut très bien avoir, puis sur un téléphone Android, c'est pareil, quand on installe le client Bitcoin, il va participer au réseau, se connecter aux autres nœuds, sans aller nécessairement, par contre, récupérer tout le blockchain sur un téléphone. Mais en fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est que si je fais une recherche dans mon wallet, .dat,
Ben, en fait, c'est ça. Automatiquement, dans Application Data, dans Bitcoin, c'est là que j'ai mon wallet.lat. Et en fait, c'est ça qui va être volé par ce code ici. Donc vous voyez, en fait, si je vous retrouve, c'est AppData, hein, c'est Document Settings, mon nom, Application Data, le répertoire Bitcoin. Puis à l'intérieur de ça, il va voler mon wallet et l'envoyer en Bulgarie sur un site. Donc ça veut dire qu'en arrière de ça, vous voyez un peu les enjeux qu'il y a. Quoi. Le gars, s'il piratait sa plateforme, il a perdu 450 millions de dollars de Bitcoin. Il y a un piratage, il y a un leak, il y a à l'intérieur, il y a quelque chose qui vole le wallet.lat. Donc moi, à mon avis, Marc Karpelès, c'est pas vraiment un escroc. C'est pas quelqu'un qui a détourné de l'argent, puis qui s'est fait beaucoup d'argent sur le dos de plein de monde, qui a voulu participer au Bitcoin. En tout cas, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est fait dépasser par, je pense, des gens de la criminalité très organisée, qui sont allés jusqu'à même concevoir un leak piégé, en fait. Donc, les conclusions par rapport à un peu cette investigation, c'est que c'est vraiment un cas d'attaque ultra ciblé, c'est-à-dire qu'on va leaker quelque chose avec un malware à l'intérieur pour cibler vraiment des gens qui ont été victimes d'un piratage de plateforme. Puis il faut voir qu'en fait, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de quand même bien développé, quand même très sécuritaire. Par contre, l'architecture d'implémentation, c'est-à-dire le client, le stockage du portefeuille, le wallet.lat, tout ça, ça fait que c'est beaucoup de vulnérabilité. Donc c'est toujours pareil, on peut avoir des algorithmes de crypto-monnaie mathématiquement très sécuritaires. Par contre, leur implémentation sur les machines peut faire que, en fait, c'est facile à voler. Puis faire un braquage virtuel avec ça, ça se fait, et puis ça a été fait un peu pas mal de bout en bout. Donc le succès et l'argent, ça attire la convoitise, c'est-à-dire quand le Bitcoin, ça vaut 10 $ ou 1 $, un Bitcoin, personne ne s'y intéresse. Quand ça commence à en valoir 800 ou 1000, là, il y a beaucoup d'argent à faire, puis vous voyez un peu la sophistication de l'attaque ciblée qu'on a en arrière de ça. Donc c'est ça. Je dirais que le Bitcoin, c'est super intéressant. Pour ceux qui en ont et tout ça, c'est une monnaie un peu qui est alternative. Le fun, tout ça. Par contre, il y a vraiment cette vulnérabilité. Donc protégez bien vos wallets.dat. Attention à tout ce qui peut être monté autour de ça. Et aussi, il y a la notion de double dépense simultanée, dont Marc Karpelès a été victime. C'est des gens qui faisaient 2 fois la même transaction en même temps sur le réseau et qui ont exploité les différences de latence, tout ça, pour essayer de faire 2 transactions et puis truquer la chaîne de blocs et faire perdre son intégrité, tout ça. Donc c'est bon, en tout cas. Donc voilà un petit peu pour cette improvisation autour du Bitcoin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous a fait voyager un peu dans tout ce qui se passe en dessous du Bitcoin, tout ça? Je vais voir si j'ai des petites questions qui sont arrivées sur Twitter ou autre. Ouais, j'ai quelques notifications. En tout cas, on me dit que tout marche bien, qu'on me voit bien. En tout cas, je suis là-dessus. Donc, j'ai pris pas mal de temps pour explorer ça. C'était pas mal une démo que je voulais vous montrer qui était un peu plus longue. On va avancer avec la faille GoToFail. Donc ça, c'est un autre fail monumental qu'on a eu entre janvier et mars 2014. Je ne sais pas si tu veux commenter, Pat, mais en tout cas... Oui, commence. Si tu veux. Donc en fait, la faille GoToFail, je ne sais pas si on en a entendu parler, c'est une faille qui touche macOS, les systèmes Apple. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la faille, on peut aller la voir directement dans le code source Apple. Là, c'est intéressant, c'est un code open source. C'est-à-dire que je peux copier ça, puis y aller directement et vous montrer live, c'est un peu le principe de mes démos. Ça, c'est le site opensourceapple.com, c'est la librairie SSL, enfin l'e-security SSL, la fonction, enfin le code C de SSL Key Exchange. Et en fait, à l'intérieur ici, si je tape GoToFail, comme tout dont on parle dans les vidéos, il y en a beaucoup de GoToFail, c'est sûr. Sauf que l'enjeu qu'on va avoir, c'est des GoToFail. Il y a eu un problème, d'ailleurs, que tout le monde aurait pu voir, c'est que vous voyez ici, ils en ont mis 2. Et ça, on sait, ça a une importance énorme, parce qu'en fait, dans cette fonction ici, qui est quand même la fonction qui manipule la couche SSL dans tous les systèmes macOS, en fait, cette fonction-là, elle va faire un tas de vérifications, puis on voit qu'il y a eu un problème de développement, sûrement un bug de copier-coller. C'est que la personne a mis 2 fois GoToFail. En fait, en gros, ça fait des tests, ça fait des if. S'il y a une erreur, ça va la retourner ici. Mais à un moment donné, ça va faire tous ces tests-là. Puis si ça échoue, ça va dans le GoToFail. Sauf que là, le problème, c'est qu'en ayant mis 2 GoToFail, le if, il commence là, il s'arrête au point virgule, en C. Et en fait, le GoToFail, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours exécuté. Et toute la portion de code qui est en dessous n'est jamais exécutée. Alors l'enjeu qu'il y a là-dessus,
c'est que quand tout se passe bien, parfait, tout se passe bien, mais je vais quand même dans GoToFail, même quand ça se passe bien. Ça veut dire qu'ici, quelque part, l'erreur ici, il n'y aura pas d'erreur à l'intérieur. Ça va être un code d'erreur comme que tout se passe bien, mais je vais quand même dans GoToFail. Et que fait GoToFail? Je ne sais pas si vous le voyez, je pense qu'il est un peu plus bas. Ben, fail, en fait, bon, c'est un simple GoTo. Fail, en fait, ben, il libère des buffers, puis il retourne R. En fait, il retourne, ça s'est bien passé. Ah, intéressant. C'est-à-dire que dans tous les cas, même quand ça se passe bien, je sors ma fonction, puis je retourne, ok, tout se passe bien. Là, ce qui est en fait super grave, puis ce qui a corrompu toute la couche SSL, c'est que ça, ici, là, la fonction qui est ici, là, elle ne va jamais être exécutée. Cette fonction-là ne sera jamais exécutée. Puis ça, c'est une fonction qui vérifie, justement, notamment, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui va notamment vérifier le certificat SSL, puis la clé de signature, tout ça. Je ne sais pas si tu veux complimenter. Ben, c'est la fonction de vérification si le certificat est valide. Donc, en bypassant ça, on est capable de créer des faux certificats qui permettent, dans un certain scénario spécifique, de fournir des sites web avec des certificats invalides, mais en faisant passer qu'ils sont valides. Donc, on peut passer un paypal.com sur un site qui n'est pas paypal.com finalement. C'est ça. Puis, en fait, ce qui est quand même curieux, c'est que, tu sais, on est à une époque, on parle de l'espionnage, le déchiffrement du SSL, tout ça. D'accord. Et on parle des backdoors. Là, on a clairement une sorte de backdoor dans le code, open source. Alors, pour moi, c'est quand même une erreur, parce que c'est quand même énorme. Puis là, pour voir ça, s'il y a des gens qui sont amusés à passer un outil de revue de code pour scanner le code, bah, tout de suite, la pop, il dit attention, il y a une erreur. Il dit en fait qu'il y a une portion non exécutable de code, puis il a une erreur. Je veux dire, vous, moi, n'importe qui, il y a un mois et demi, vous auriez pu faire ça, puis voir qu'il y avait une faille énorme, appeler Apple, puis gagner peut-être $15 000. Mais ça gagner le bounty, mais bon. C'est quoi les conditions pour aller dans cette fonction-là? Utiliser des conditions? Ben, les conditions sont, je ne sais pas par cœur, sont assez compliquées. Je vais sûrement. Pour aller dans la fonction qui est en dessus, il exécute, je pense. Alors oui, il y a des conditions, ça dépend du type de certificat, il y a certaines conditions, mais notamment, il faut forcer, oui, il y a des conditions, il faut forcer une certaine négociation au niveau du chiffrement. Je vais te montrer après comment ça peut s'exploiter. Mais en tout cas, c'est ça la faille, tout simplement. Alors, vous voyez, ça a fait beaucoup de bruit, et c'est vraiment juste une erreur assez simple de codage, en fait. Alors, comment on peut l'exploiter? Il y a un outil qui s'appelle MITM Proxy, Man in the Middle Proxy. C'est un outil, en fait, qui est connu depuis bien longtemps, qui permet de faire, en gros, un proxy. Et quand on fait un proxy, on peut analyser, en fait, le trafic, tout simplement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils ont updaté l'outil MITM Proxy pour supporter, en fait, ces paramètres-là, où on va en fait ici forcer justement un type de certificat en disant ok, le certificat fait que tu vas renvoyer, ça va être ce format-là. Et par contre, tu fais juste un set forward. Ah, intéressant, c'est-à-dire que tu fais juste que forwarder le certificat sans le modifier, donc le vrai certificat de PayPal, tout ça, mais en forçant en fait les algorithmes suivants. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? C'est sûr que MITM Proxy n'a jamais été conçu pour faire un truc comme ça, parce qu'en général, quand je fais ça, si je le fais sur une plateforme non vulnérable, qu'est-ce qui se passe? Il m'affiche automatiquement une erreur en disant erreur certificat, il y a un problème de certificat. Sauf qu'avec un Mac qui est vulnérable à GoToFail, l'erreur n'est jamais affichée, puis tout va se passer correctement, parce que l'intégrité, la fonction est bypassée, ne va jamais le vérifier. Donc, ce qui se passe ici, c'est que donc en fait, ça va laisser passer le certificat, puis ce qu'on voit, c'est que quand on configure un Mac, et en fait quand on a une plateforme macOS vulnérable, et qu'on utilise cet outil-là, on va pouvoir en fait voir en clair tout le trafic SSL, c'est-à-dire que je vais le déchiffrer, le rechiffrer, le re-signer avec un certificat, qui est en fait fake. En fait, MITM Proxy, il prévoit d'ailleurs que je puisse générer un certificat qui pourrait être presté par la machine, et là, il n'a même pas besoin, il suffit juste de le forwarder, puis je peux voir tout le trafic en clair. Ça, c'est quand même assez grave, parce que ça touche, en fait, bien sûr, on peut faire du vol de trafic SSL, ça va affecter toutes les versions d'iOS 6 inférieures à 6.1.6, tous les 7 inférieurs à 7.0.6, Apple TV, macOS X Mavericks, la version 19, tout ce qui est en dessous de 19.2. Donc, si vous avez un Mac, je ne sais pas si quelqu'un ici a un iPhone, on pourrait l'essayer. S'il est une version vulnérable, il a juste à aller sur le App Store, sur iCloud,
la fonction Find My Mac, n'importe quoi, ou n'importe quelle application, elle est sur Facebook, ou toute application comme Twitter et autres qui utilisent le SSL, on va passer tout le trafic en clair en fait. Donc c'est quand même assez énorme comme faille finalement, ça vient de briser toute la... C'est un peu ce que j'ai dit tantôt, on a beau avoir des protocoles sécuritaires qui sont mal implémentés. Vous avez une question? Je croyais que Linux aussi était affecté par cette faille. Oui, effectivement, il y a la faille GNU-TLS qu'ils ont découvert après. Je ne sais pas si je n'ai pas trop fait de recherche, j'ai pas eu le temps, mais ouais. Et apparemment aussi, le code source de GNU-TLS était fortement été critiqué à partir de l'année 2008. Ouais. Ils ont répondu à celui qui l'a critiqué, malgré qu'il y en avait des failles et qu'ils ne savaient pas où exactement. Mais puisque ça marche, ils vont continuer à utiliser avec même faille. C'est là. C'est semblable. Ouais, effectivement. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on découvre des failles d'implémentation de SSL. Je veux dire, le GoToFail, il aurait pu être dans n'importe quelle fonction. Donc là, il est dans la vérification d'intégrité. C'est sûr que ça peut être une erreur, mais bon, en même temps, faire une backdoor sur un code open source comme ça au grand jour, probablement qu'ils peuvent traquer les changements aussi chez Apple, savoir qui a fait l'erreur, tu sais. Mais c'est sûr que quand même, avoir après une autre faille d'implémentation avec du GNU-TLS, c'est sûr que c'est assez gros quand même. Mais en tout cas, c'est pas mal ça, la faille GoToFail, vous pouvez aller tester ça. Juste installer MTM proxy, puis exécuter la suite. Je me posais la question, est-ce que tu sais comment elle a été découverte cette faille-là? Si le gars, dans le fond, il faisait des tests de certificat de man in the middle, puis il l'a découvert comme ça, ou bien s'il checkait le code source, puis c'est comme ça qu'il l'a trouvé? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas si Patrick t'as regardé. Je sais pas. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui l'a trouvé en checkant le code source puis qui l'a divulgué à Apple? Peut-être quelqu'un qui développait, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait quand même. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de plateformes vulnérables en fait. Hein. C'est sûr que tout le monde ne le fait pas à jour non plus. C'est ça. Pour ta question là, sur le scénario, il faut que tu utilises les forward secrecy du SSL. Forward secrecy, c'est que ça permet entre chacune de tes sessions SSL de générer un genre d'ID qui est différent d'une fois à l'autre. Si tu fais voler une de tes sessions, tu ne peux pas deviner la suivante. Tu t'embarques dans ce scénario-là. Il faut que tu fasses du man in the middle, comme il a expliqué, soit sur un Wi-Fi ou autre, en forçant TLS 1.1. Puis à partir de là, il faut que tu fasses un faux certificat. C'est sûr que c'est même compliqué à générer, mais. Tu parles de GoTLS ou Non, vraiment le GoToFail. Okay. Parce qu'avec MTM Proxy, apparemment, ils ont. Ben, c'est ça, eux, ils le font par défaut. Ouais, c'est ça. Ils ont tous les outils pour le faire facilement. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est facile à essayer. Je pourrais, quelqu'un me connecter au Wi-Fi avec son vulnérable. Je peux démarrer MTM Proxy, puis on peut le tester. C'est ça vous dit. C'est assez facile à faire. Mais puis il y a même un t-shirt. Ok, On peut acheter le t-shirt de GoToFail. ça veut dire que tu acheté, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Bon. Écoutez, j'enchaîne les sujets un par un parce que je vois que le temps passe. Puis, bon, je sais qu'on a déjà mangé, mais quand même. Le cloud des DOS. Alors ça, c'est intéressant. On a vu un peu le Bitcoin, on a pris un peu de debugger. Après, on a vu du code. Là, je vais vous montrer quelque chose qui se fait sans code. C'est de la pure réflexion, de la pure logique, qui demande absolument pas d'exploit ni de comprendre le code en arrière. En fait, actuellement, il y a une vulnérabilité non corrigée, puis d'ailleurs que Google ne veut pas corriger, je vous dirai pourquoi après, qui permet de faire un DDoS sur n'importe quel site à partir de Google Docs. Donc, regardez, plutôt que de faire un long discours, je vais faire une petite démo direct. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais juste, écoutez, je vais faire plus simple. Je vais vous montrer d'abord directement ma feuille de calcul. Donc, là, j'ai une feuille de calcul Google Doc, donc Google Drive classique. À l'intérieur, ce que j'ai mis, c'est que j'ai rentré, je sais pas si tout le monde voit bien, j'ai dit, je fais une fonction, je fais égal. Donc vas-y, va chercher une image va chercher un objet à l'extérieur. Bon, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je fais ça, il va le chercher et il fait NA espace rien. Bon. En fait, en arrière de ça, il y a quelque chose chez Google. Il y a un robot qui va chercher tout ça et qui me ramène dans ma feuille de calcul. Donc là, si on veut le tester, c'est simple. Pour voir ce qu'il fait en arrière, c'est que ça, c'est une adresse IP que je gère moi-même.
Donc, je vais vous montrer ici, on va quitter ça. Je vais démarrer en fait un petit serveur, un petit serveur HTTP qui s'appelle Light HTTP. Ça, c'est mieux. Ok, bon, là j'ai juste démarré un Light HTTPD, c'est super simple sur la machine et ça. Je vais, par contre, ce que je vais faire, vu que c'est une récipe dynamique, je vais vérifier ça. Donc là, 69. Ok, donc là, je vais copier. Donc je vais ajouter la copie ici pour l'instant. Bon, je copie mon IP ici, je vais voir si c'est la même. 208.20, c'est la même. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller, déjà je vais vérifier si vraiment ça marche. Je vais juste aller sur mon site. Ok, bon, c'est un live HTTPD, je vais installer 2 bases, j'ai rien configuré, là je l'arrête dès qu'on a fini. Parce que j'ai vraiment rien configuré dessus, n'y allez pas s'il vous plaît, posez vos tablettes là. mais moi ce qui m'intéresse, c'est juste en fait d'aller voir les logs en arrière. En fait, par défaut, les logs d'accès ne sont pas activés, mais j'ai juste activé ça. Voilà. Donc là, je vais faire un tail sur l'access.log. Là, je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, c'est vide. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais y aller avec. Voilà. Donc, je vais appeler quelque chose de bar random. Je vais appeler, mettons, enfin, mettre n'importe quoi, la limite, c'est pas grave. Photo.pdf. Hop, ça n'existe pas. Hop, vous voyez en arrière ce qui s'est passé? Sur mon serveur à la maison, j'ai quelque chose là, qui s'appelle, je sais pas si vous voyez, c'est vrai, ouais, c'est que c'est un peu caché. Qui c'est qui se fait nous? Bon, ok. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que, à part le petit malin qui se fait. En fait, j'ai Google Feature. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, la matière n'est pas super. Ouais. En fait, l'agent qui va se connecter, c'est Google Feature. C'est comme un agent. En fait, à l'origine, ça a été développé chez Google pour récupérer les flux RSS. Donc, c'est quelque chose qui va aller chercher les données pour moi. Mais sauf que là, vous comprenez que si je copie cette formule, et que je la recolle ici, deuxième fois, ENA, est-ce que Google Feature est intelligent? Oui, c'est intelligent, mais regardez, il fait rien. Il m'a pas. J'ai juste. C'est une variable de. C'est ça. Voilà. Bien. Mais c'est sûr que il ne retourne pas, parce qu'il est intelligent, en fait, il met en cache. Mais comme tu l'as dit si bien, si on met une variable, si je mets r est égal 1, par exemple, ou r est égal 100, qu'est-ce qui se passe? Quelle là? Je ne le vois pas ici, mais c'est pour ça que ma fenêtre ici. Var log, http, live, http, access.log. Ok. Bon. Donc là, regardez mon get file R100, vous voyez ici, il est retourné. En fait, le point, c'est que. Je peux vous le mettre ici, à la limite. Donc c'est ça. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que si je la recopie ici, elle va la chercher. Hein. Par contre, si je mets 101, vous voyez en bas, elle va la chercher. Est-ce que vous voyez en arrière la feuille de logique qu'on a? C'est ça ce que je peux faire là. Donc je le copie, je le passe là, et j'incrémente, je prends un fichier PDF de 10 MB qui existe vraiment, et j'en envoie 100 000, 200 000, 1 million. Je copie la feuille de calcul Excel.
ce qu'il a fait le Google Fetcher, il va aller faire un DDoS sur mon site. C'est assez impressionnant. Alors, je vais arrêter le service pour pas que vous m'embêtiez. Mais je vais vous montrer quelqu'un qui s'est amusé à faire ça pour vrai sur sa propre machine. Quelqu'un qui s'est amusé à faire ça pour vrai, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'avec un simple en fait, PDF de 10 mails, il s'en a envoyé des milliers, puis il s'est généré, en l'espace de 45 minutes, il s'est généré en fait une bande passante gigantesque. Le gars, il a bien une instance cloud chez Amazon, il a reçu un bill de 1000 $, je pense. D'ailleurs, suite à ça, il a dit, bah là, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, en fait, il a réussi à générer pendant 45 minutes 754 mecs de bande passante sur son site. Comme quoi, Google, ils en ont de la puissance derrière. Puis en fait, il a eu des pics à 700 mégabits de téléchargement. En 45 minutes, il s'est généré 240 gigas de bande passante. Il a reçu un bill d'Amazon de 700 $. Bon, donc, et Google Fetcher, ce qu'il fait, c'est que les Google Docs, il les rafraîchit chaque heure en plus. Donc Google, en fait, a été notifié. Puis ils ont répondu, écoutez, ça ne rentre pas dans le bug bounty, premièrement. Puis en plus, c'est une attaque de brute force, puis ça, c'est pas inclus. Puis on ne va pas forcément le corriger tout de suite. On s'en fout d'un peu. Je vous rassure, il y a un moyen de se protéger de ça. Je vais quand même donner la solution, qui est assez simple en fait. Mais quand même, ça montre que, ça je fais l'exemple avec Google, mais imaginez Dropbox, puis tous les sites cloud qui ont beaucoup de puissance, qui sont akamaiisés, tout ça. On peut quand même y aller, on peut y aller assez fort. Puis c'est sûr que la façon de se protéger, je vous conseille d'avoir écrit. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement détecter le user agent Google Fetcher, et ensuite bloquer à ce moment-là ce user agent sur son site. S'il n'y a pas d'affaire à faire là, au moins on va tout simplement bloquer ces attaques. C'est sûr qu'on aura quelques milliers de requêtes, mais bon, on n'aura pas de téléchargement, puis pas de... Donc vous voyez, c'est quand même, là, ça ne prend pas vraiment de code, c'est juste de la réflexion, de la logique. On se dit, ok, comment ça fonctionne en arrière, puis tout simplement. Une autre faille, là, je ne fais pas de démo, ça a été corrigé, puis il y a eu un bug bounty de payer récemment. Ça, c'est pas du tout moi qui fais ça non plus, c'est quelqu'un qui l'a présenté aussi récemment. En fait, il avait découvert, puis il l'a présenté avec l'autorisation du fabricant à une conférence en sécurité qui a eu lieu, je pense, il y a 3-4 jours. Qui était le Insomniac, pour aller voir le PDF complet. En fait, c'est Prezi, c'est un site de présentation en ligne, qui est vraiment très bien fait. Puis en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est aperçu qu'on pouvait downloader en fait, des présentations portables de Prezi pour les mettre sur sa machine, puis pouvoir après les exécuter offline. Donc en fait, ce qu'il a vu, c'est que la conversion d'une présentation, elle se fait en fait dans une instance Amazon. Bon, jusque-là, tout va bien. Et en fait, ce qu'il s'est aperçu, c'est que lui, il a inclus en fait une URL, il a inclus, comme j'ai fait moi tantôt avec mon Google Doc, là, il a mis sa propre URL dans sa présentation. Et ensuite, il a fait en mode portable pour voir ce que le processus de conversion de la présentation faisait en arrière. Puis bing, comme on l'a vu moi avec le User Agent Google Fetcher, lui, il a vu un truc Python URL lim qui a frappé son serveur. Donc, et quand l'export est terminé, on se génère un zip file. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement dit, bah, plutôt que de mettre une URL, pourquoi pas aller mettre des appels à des fichiers locaux. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc là, bien sûr, il a rien vu passer. Par contre, il a ouvert le zip de la présentation portable qui a été générée. Il a exporté dans l'intérieur de l'archive, dans Data Content Repo, à l'intérieur de ça. Donc c'est un ID d'objet. Dans cet ID d'objet, il a carrément récupéré le fichier qui s'est passé. Donc pareil, encore une fois, juste la logique, dire ok, comment c'est construit l'architecture cloud en arrière. Et il a pu comme ça faire beaucoup de choses. Puis il a divulgué, il a gagné quand même pas mal d'argent avec ça. Si c'est la même personne qui a fait le Google DDoS, il a pu se rembourser comme ça. Parce que Prezi a un bug bounty, puis surtout, ils ont une politique très transparente, qui est super fair play, vous pouvez aller voir. Mais c'est ça. En tout cas, vous voyez un peu... Donc c'est sûr que le DDoS n'est pas corrigé, mais ça a été corrigé. Donc pareil, faille de logique, toujours en essayant de réfléchir, sans nécessairement désassembler du code. On va faire un peu de forensic 101 maintenant. Parce que ça va, le rythme, là c'est vraiment un condensé. Mais apparemment personne ne s'endort, donc comme quoi j'ai bien fait d'enchaîner les sujets. En fait, moi je me suis amusé à faire du forensic un peu avec la disparition du Boeing. Alors c'est sûr que c'est quand même une tragédie. Regardez, c'est sûr que c'est un cas dramatique, mais vous savez qu'il y a eu quand même beaucoup
à un moment donné, il y a eu beaucoup d'hésitations. Ok, est-ce que c'est un détournement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a reprogrammé l'ordinateur de bord à distance? Est-ce que c'est des aliens? Il y a eu vraiment 50 000 hypothèses. Les gens se sont vraiment dit, il y a quelque chose qui est incroyable. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le pilote, qui est malheureusement décédé, regardez, on peut faire une minute de silence si vous voulez, mais le capitaine Zahari Amalsa, lui, en fait, apparemment, c'était une sorte de geek de l'aviation. C'est-à-dire qu'il s'était monté chez lui un desktop complet avec un simulateur de vol. Puis c'est vraiment bien fait, je vous montrerai tantôt une photo en haute résolution. C'est que des écrans plats, c'est un super desktop qui simule un Boeing 777. Le même qui s'est crashé, apparemment, dans l'océan Indien, en tout cas. Et là, moi j'ai dit, tiens, simulateur de vol, ok, allons voir sur les forums des simulateurs de vol. Pourquoi pas? Puis allons voir s'il y a des trucs qui ressemblent à ça. Forensic, c'est un simulateur de vol? Hein? Forensic, c'est un simulateur? Non, les simulateurs, c'est le forensic, ça veut dire l'investigation informatique. L'inforensic, en fait. Ça veut dire faire des investigations informatiques. Donc, en fait, ce que moi j'ai tout simplement fait, c'est que je suis allé voir sur les forums, je me suis promené, tiens, regarde, simulateur, motion, machin, la communauté des gens, des pilotes qui font des simulateurs. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé boum, sur la photo. Et regardez, le capitaine qui était dans ce vol, il a posté son simulateur avec son courriel, puis c'est vraiment, il dit qu'il est pilote sur Boeing 777 chez Malaysia Airlines. Regardez la date, 17 novembre 2012. C'est bien avant le crash, hein. Et voilà le simulateur. Donc là, c'est quand même une belle config. En tout cas, je sais qu'il y en a qui sont. Vous pouvez imaginer ça pareil là, pour vous. En fait, c'est des écrans plats. Un écran plat ici qui simule le cockpit, c'est un écran plat partout. C'est encore un écran plat. Puis ça simule complètement un Boeing 777. C'est sûr que quelqu'un qui veut préparer un mauvais coup, il simule là-dessus, c'est parfait. Mais apparemment, il ne faut pas non plus trop médisant parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui se montent des configs comme ça à la maison. Parce qu'un simulateur, ça coûte super cher. Et avec des configs plus homemade comme ça coûte moins cher, puis il y a beaucoup de pilotes qui font ça. Mais donc c'est ça. Puis je me suis dit, ce simulateur de vol, c'est intéressant. À un moment donné, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de la police aussi qui disaient, mais où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce que le gars s'entraînait? Puis c'est quoi ce truc? Une base secrète cachée? C'est où qu'il préparait ça? Parce qu'au début, on pensait vraiment à un détournement. Tout faisait penser à un détournement. Vous savez, il a éteint les systèmes soi-disant, il a éteint les systèmes d'alerte dans l'avion. L'avion a disparu des radars. Il aurait suivi un autre Boeing pour se faire masquer, en fait, etc. C'est un truc que personne n'a vu. Ils ont quand même carrément perdu l'avion complètement. Et moi, je me suis dit, allons faire un peu de forensic. Ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai copié le reste de l'image. Là, bon, là j'ai la photo, vous voyez, c'était un peu assez haute résolution. J'ai pris ça, puis tout bêtement, puis là, c'est ça, quand je dis que faire de la forensic, c'est quand même assez simple. C'est que, là, moi, je suis allé. Voilà. Je fais un wget de l'image. Je la récupère sur ma machine. Donc cette image, en fait, si on regarde, je peux le voir dans Windows, je fais les propriétés de l'image. Là, je ne l'ai pas ici, quoi que je pourrais en faire. Si vous regardez l'image, c'est une image JPEG, jusque-là, rien de classique. Par contre, il y a un super outil que vous pouvez utiliser à la maison, que beaucoup de passionnés de photos utilisent, c'est EXIF. Donc là, je vais peut-être rien apprendre à certains, mais vu dans ce contexte, regardez ce que j'ai trouvé. Les images EXIF, en fait, les données EXIF. Et donc là, j'ai le nom je vois que c'est fait avec un Nokia, téléphone mobile C700, l'orientation, la résolution, la date, 11-10-2012 à 12h55. Alors sur le forum, je ne sais pas ce que ça donne, mais en gros, ça a été pris quelques jours avant qu'il poste. Et tout ça. Bon, super. Bon, là, j'ai pas mal d'infos techniques, l'exposition, la balance des blancs, nanana. Et surtout, coordonnées GPS. J'ai les coordonnées GPS ici. Ici, on a les coordonnées GPS, c'est exactement les mêmes. Là, j'ai trouvé, vous voyez, 3 minutes, 3 degrés, 5 minutes, 20 secondes, etc. Je les ai prises. Clac. Google Maps. Puis avant tous les journalistes et tout le monde qui cherchait, moi j'ai trouvé Google Maps. Il n'y a personne, maintenant, tout le monde le sait, mais en tout cas, c'était le fun de savoir dans le contexte. Donc là, vous voyez, je cherche. Et là, à votre avis, on est où? On est. Allez-y. Et on est proche de l'aéroport. Bon, c'est ça.
Puis en fait, là, l'aéroport, je pense qu'il est pas loin. En tout cas, il y a un club de golf, peu importe. Mais en tout cas, on va avoir vraiment exactement là où ça se trouve, vous cette élite. Et vous avez l'emplacement avec le simulateur, la maison, tout ça. Donc en tout cas, quand vous postez des photos sur des forums, attention, parce que probablement vous pouvez retrouver votre super compli, puis si ça vaut 1 million, ça peut vous poser problème. Mais en tout cas, vous voyez, c'était une petite démo de faire un petit peu d'un forensic rapide, avec un cas assez simple, récupérer des données EXIF, c'est vraiment basique, mais appliquer à ce contexte-là, c'est pas. Donc c'était un peu ça. Mais pour beaucoup de gens ne savent pas, encore une fois, que quand on poste sur des forums, des photos pour des téléphones portables, des téléphones mobiles, en fait, on divulgue beaucoup d'infos. Donc, ça fait un peu le tour. On a vu un peu les principales démos ici que je voulais vous montrer. On va vite passer en revue quelques faits, ce sera fini. Je vais juste finir un peu par quelques trucs. L'application mobile d'RSA. La conférence RSA 2014, donc une conférence en sécurité assez connue. En fait, ils ont développé une application mobile qu'ils ont donnée à tous les participants. Et en fait, ça a été un gros fail parce que ça permettait de connaître les noms des conférenciers, l'horaire de passage, l'agenda des speakers, mais dans l'application, il y a une BD SQL Lite qui contient toutes les coordonnées de tous les participants. Donc pour une conférence en sécurité, c'est moyen. Mais ensuite, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous regardez qui est le développeur de l'application, c'est une petite compagnie qui en fait beaucoup d'autres applications, pour beaucoup de marques connues. Donc les personnes qui ont trouvé cette faille, vu que c'est des gens de sécurité, il faut facilement le transposer. En tout cas, je vous laisserai vous amuser avec ça. Mais c'est sûr que faire des applications mobiles en 10 minutes, c'est sûr que c'est pas très sécuritaire. Security by Obscurity, un petit fait que j'ai trouvé, mais ça, encore une fois, ça rejoint quand même des considérations un peu politiques. C'est que le CanSec Wave 2014, hein, vous vous souvenez, Vancouver, chaque année, il y a cette conférence assez connue, très connue notamment pour le Point to Own, là où des gens font tomber des furteurs, puis découvrent des vulnérabilités, puis gagnent des prix. Ben, en tout cas, dans cette conférence, il y avait un talk qui a été présenté, qui a été accepté, tout ça. Puis, au dernier moment, il a été classifié top secret, censuré, gouvernement américain, c'est un chercheur français, en sécurité, un ancien militaire. Il y avait un sujet super fun, un des sujets qu'on peut peut-être voir au Hackfest un jour. Mais là, sauf qu'il s'est fait censurer par le gouvernement américain, le gouvernement français. Puis ils l'ont vraiment dissuadé. Il s'est complètement retiré en fait. Pourquoi? Parce que son sujet c'était Hacking 911. Donc en gros, le 11 septembre version cybernétique, en disant qu'on peut attaquer l'infrastructure critique des États-Unis avec des attaques SCADA. Puis il avait fait tout un concept avec plein de assez réfléchi. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit jamais t'en parles. C'est sûr que c'est assez rare qu'on voit des censures comme ça. Mais on s'aperçoit que quand on touche un sujet sensible dans une conférence, dans un talk, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à Hackfest que des voix se censuraient. La dernière que j'ai entendue, que j'ai assisté, en fait, c'était une au DEFCON il y a 3-4 ans. C'était des gars qui avaient hacké le métro de Boston. Ouais. Les passes pour rentrer gratuite. Puis la journée avant le DEFCON, je pense qu'il y a un juge fédéral ou je ne sais pas quoi qui les empêche. En tout cas, c'est sûr qu'il faut se rendre compte que dès qu'on adresse les sujets d'infrastructure critique, c'est sûr que c'est très sensible. Sauf que lui, il est allé assez loin, il a fait de l'open source intelligence, du scan, type Shodan, tout ça, pour trouver en fait des infrastructures vulnérables. Il a mis de l'intelligence militaire, ce qu'on appelle le unrestricted warfare, c'est-à-dire la guerre non conventionnelle, les attaques SCADA sur les États-Unis, puis en plus, il a fait faire tout ça pour ses étudiants. Et en fait, il a dit, moi, premièrement, je ne veux pas me mettre dans le trouble, et je ne veux pas non plus briser la carrière de mes futurs étudiants qui ont participé aux travaux, donc je vais retirer le talk. Il a dit, je peux comprendre que ça donne des mauvaises idées à des gens, puis c'est sûr que c'était assez impressionnant. Mais tu sais, si lui il est capable de trouver ça, je ne sais pas quel terroriste va être capable. C'est le security by obscurity. Est-ce que c'est plus sécuritaire de le censurer? Non. Par contre, son point, c'est de dire que quelqu'un qui voit sa presse complètement, puis qui a fait des démos et tout ça, il dit c'est ça, ma prochaine attaque, ça me donne une idée d'une personne qui ne connaît pas trop le sujet, ça pourrait l'intéresser de pousser plus loin là-dedans. Mais tu as raison, c'est sûr que ça n'aide pas à sécuriser. Au contraire, ça met de l'opacité. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que c'est assez rare, mais là c'est arrivé qu'un talk se censurait complètement. Target, ça aussi c'est un gros fail. C'est sûr que déjà quand on s'appelle Target, on est plutôt une cible, mais en tout cas, pas de chance. Sonner 40 millions de numéros de carte, 70 millions
d'informations personnelles. Ils ont attaqué les point of sale. C'est l'ordinateur qui est en arrière de la caisse enregistreuse au magasin, sur lequel il y a un lecteur de cartes qui est plugué. Au Canada, vous savez que Zellers a été vendu à Target, mais on n'a pas été victime. Par exemple, Lévis, Québec, Sainte-Foy, il y a des Target partout. On n'a pas été victime, c'était des nouveaux magasins, c'était des nouveaux point of sale qui étaient à jour. Eux, ils n'étaient pas à jour. Puis en gros, il y avait un truc super bête, un malware qui récupérait le numéro de carte, la piste 2 au complet de la carte, puis qui l'a envoyé sur un FTP. C'est vraiment simple. Avec ça, ils en ont volé quand même plein. Et en fait, Target, il y a pas mal de chief technology officer qui a démissionné. Ça a été vraiment un gros scandale. Puis en fait, ils ont déclaré dans des rapports, en fait, on avait installé Symantec antivirus. Alors pourquoi est-ce qu'on a été piraté, tu sais? Pourtant, on avait tout ce qu'il fallait. Mais c'est sûr que tu as beau installer un Symantec antivirus, n'importe quelle solution de sécurité sur des points of sale, si sur n'importe quelle machine, s'il y a des vulnérabilités en arrière, l'antivirus n'est pas forcément une garantie pour les bloquer, la preuve. Mais apparemment, il y avait d'autres solutions de sécurité comme FireEye et compagnie qui ont alerté pas mal de choses. Puis ils ont un peu ignoré aussi les alertes des solutions. Ça a été introduit avec un gars qui travaillait au système de ventilation qui a fait l'introduction du virus. Ouais. Fait qu'il faut que tu comprennes que le réseau de la ventilation est le même réseau que les points of sale. C'est pour ça que le CSO est parti. C'est ça. Puis moi maintenant, à chaque fois que, depuis ça, quand je vais dans un magasin, je regarde le point of sale, je dis ok, il y a une prise de réseau en arrière, ok, c'est Windows qui roule, XP, ok. Bon. On se dit finalement, c'est des machines qui peuvent être vulnérables. Originellement, elles étaient quand même assez isolées, mais comme dit Patrick, c'est connecté sur le réseau local du magasin. Donc c'est sûr que je pense que depuis quand même, les gens qui font la sécurité dans les retail stores, là, ils pensent peut-être un peu différemment à la sécurité, mais c'est sûr que c'est un enjeu. Voler des numéros de carte comme ça a été un impact énorme en tout cas. C'est ça, j'ai pas mal fini. Je dirais, j'ai trouvé un petit bonus. Un petit peu encore de quelque chose un peu de no-tech acquis. En fait, je voulais vous montrer que Google, alors j'ai découvert quelque chose qui, encore une fois, il faudrait bien le signaler à Google, ils vont dire que c'est pas éligible au bug bounty. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait des recherches Google, comme vous savez ici, quand je tape D, c'est Desjardins, du proprio, Google complète. En arrière de ça, il y a un petit script, il y a un petit JavaScript qui fait des requêtes en arrière, qui complète les requêtes. Ok. Et la Pierre. Donc le truc, ce qui se passe, c'est que une fois j'étais, je sais plus si c'était au bureau ou dans le train, c'était quelque part, et en fait, salut Steph. Donc, on va commencer. Avec Racine Point. 32 points. Donc, en fait, moi ce qui m'a surpris, et c'est là que j'ai commencé à regarder ça, c'est que j'ai vu quelqu'un, je sais pas si au bureau, dans le train, ou je sais plus où il y a combien de temps, quelqu'un qui est allé sur son intranet d'entreprise, sur un portail, puis au lieu de taper dans la barre d'adresse SEO, il est tapé dans la recherche Google. J'étais là, je dis pourquoi il cherche son intranet? Parce qu'en fait, lui, la barre ici, ou celle de là-haut, c'est la même en fait, il ne dit pas la différence. Mais la seule chose, c'est que ça, c'est super grave en fait. Parce que Google, il va indexer ça en rien. Et quand je tape HTTPS, vous voyez qu'ici, bon, j'ai accédé Desjardins, Facebook, c'est des sites très connus au Québec, c'est normal. Par contre, rien n'empêche de taper le nom d'une compagnie ou quelque chose ici. Donc, par exemple, je peux taper, mettons, ce qui est fun à faire, c'est taper intranet, par exemple. Et là, vous voyez, j'ai des intranets qui s'affichent. Alors, je ne veux pas avoir de problème avec toutes ces entreprises, donc je ne vais pas me connecter. Ceci dit, c'est une recherche Google, jusque-là, rien de particulier. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que si je tape n'importe quelle compagnie, je vais taper n'importe quelle compagnie, en fait, à la limite, je vais tomber sur des URL. Et des URL qui peuvent être privées. Donc, en tout cas, vous ferez le test, mais c'est assez impressionnant. Par exemple, il y aura tous les portails, par exemple. Ça, c'est sûr. Mais par exemple, il va y avoir tous les extranets. Ça va mieux. Oups. Bon, moi j'ai mis en place des SSL-VPN à un moment donné. On va tomber comme ça, on va y aller en Belgique, peut-être qu'on montrera moins. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que quand vous faites ça, c'est assez surprenant, c'est que, dans HTTPS, alors il y en a qui doivent faire beaucoup d'élite, parce que quand vous tapez SSL VPN,
par exemple. Et quand vous tapez, faites la recherche, en fait, souvent Google va afficher ça. Vous avez un index partout. C'est pas indexé. Ou alors, des fois, même, il affiche carrément pas du tout. Alors, c'est comme s'il avait indexé les recherches qu'avaient fait les gens. Mais sans nécessairement aller sur ce site. Alors, c'est sûr, des fois, quand il apparaît sur d'autres sites, forcément, il va être indexé, puis il va nous indexer dessus, mais il va le voir par rapport à d'autres URL ailleurs. Mais il y a quand même pas mal de sites qui apparaissent nulle part. Ça se peut que ça soit Chrome qui. C'est Chrome quand tu fais un meeting à ta barre d'adresse, tu sauvegardes genre les recherches que tu fais. Ouais, Fait que genre toutes les internets, tout, ça serait aussi là-dedans que j'aurais été. ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve comme ça, et là c'est la Fédération française de tennis, on a trouvé énormément de sites. Et des sites, en fait, bon, je ne vais pas justement y aller parce que je ne veux pas accuser aucune compagnie, rien. C'est vraiment des exemples de recherche générique. Mais on va comme ça trouver pas beaucoup de sites où je pense que les gens, ils ont vraiment pensé que c'était un intranet. Alors, pourquoi c'est sur Internet? C'est ça. Je me dis à un moment donné, vous ferez des recherches. Le sens d'une recherche Google. Mais c'est assez curieux de voir ça. Et moi honnêtement, je n'ai pas investigué plus, c'est vraiment un petit bonus. Mais je me demande si c'est pas. Ils n'indexent pas les recherches que font les gens là-dedans. Les gens tapent leur adresse privée. En tout cas, ce serait. Les adresses privées, ils sortent. 10.1. Ouais, c'est ça, exact. En tout cas, c'est des gens qui tapent des trucs. En tout cas, c'est ça. Donc c'est tout, écoutez, c'est un petit bonus, une petite découverte, encore une fois, je l'ai mis. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci pour votre. J'espère que vous n'avez pas trop été à l'avance. Merci en tout cas pour votre participation. Merci tout le monde. Comme vous savez, il y a du gâteau en avant. Si vous en voulez, on va distribuer. Puis après, comment? Obligatoire. Il ne faut pas ramener à la maison. Et après, on va sûrement avec une gang aller au Shack Restaurant si vous voulez suivre. Merci. Ouais, merci encore. Sûrement. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je savais le nom. Il faut juste que je partage Salut. Il va falloir pour le cours. Oui, tout à fait. Dans les invitations qu'on envoie, le lien sur le site web, Ok,